Trésor qui se raréfie. Le chef de l'État va présenter son plan eau tout à l'heure et on en parle avec notre experte de 7h15. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes hydrologue et docteur de l'école des mines de Paris. Alors, on va commencer par une photo globale. C'est quoi le problème aujourd'hui avec l'eau en France ? Alors le problème, c'est qu'on avait trop d'eau. On est un pays tempéré, on n'a jamais manqué d'eau. Donc on n'est pas comme ces pays en stress chronique à devoir trouver des solutions, puisqu'en réalité, nous, notre problème, c'était plutôt un problème de qualité. Et là, on se retrouve face à un problème de quantité, des températures complètement anormales. C'est le 14e mois consécutif qu'on a des anomalies de température en France. On voit très bien que ces vagues de chaleur et ces canicules, elles ont un impact direct sur le cycle de l'eau. Donc on a des masses d'eau qui s'évaporent beaucoup plus rapidement. On perd l'eau qu'on a dans les sols. On n'a quasiment pas de pluie. Et puis en même temps, eh bien, on soutire dans les nappes phréatiques parce que en réalité, cette eau-là, elle alimente tous nos modèles économiques. Alors vous disiez, on vient d'un pays où il y a toujours eu beaucoup d'eau. On est dans le principe de précaution, on joue à se faire peur, ou est-ce qu'il y a un risque que demain, après-demain, dans quelques temps, il n'y ait plus d'eau potable à nos robinets ? Non, c'est vraiment quelque chose qui est une réalité aujourd'hui. Et c'était vraiment un scénario de science-fiction il y a encore quelques années. En 2005, on avait eu pour la première fois Belle-Île en mer qui avait été touchée et une ville en France, en Provence, qui avait une rupture d'alimentation en eau potable. Mais c'était quelque chose d'inimaginable. Quand on voit aujourd'hui le nombre de communes qui ont eu des problèmes de restriction ou de coupure complète l'année dernière, on voit que les choses s'accélèrent. Et le facteur qui est aggravant, c'est le fait qu'on n'a pas eu de pluie l'hiver 2021-2022, mais cet hiver, on était persuadé qu'enfin, on allait restaurer nos nappes phréatiques. Et le problème, c'est que cette pluie se fait encore attendre et celle qui arrive ne suffit pas. Alors dites-moi, il y a quelques jours, l'ONU s'est montrée très alarmiste, redoutant, je cite, une crise mondiale de l'eau. Est-ce que vous partagez, vous, cette inquiétude ? Oui, parce que les chiffres qu'ils annoncent sont quand même assez alarmants. Ils nous prévoient pour 2030, c'est-à-dire demain, le fait que eh bien, nos besoins dépasseront de 40% la disponibilité de l'eau. Ah ouais. Donc on se rend compte qu'on est face à une crise majeure de l'eau. On est en train de perdre notre eau continentale. L'eau qui est directement disponible pour nous, c'est l'eau de nos rivières, l'eau de nos nappes. Et c'est celle-ci qui disparaît sur nos continents. Donc effectivement, c'est un défi d'humanité majeur. Alors c'est-à-dire, on parlait de la Manche à l'instant avec Ambroise Boulès, il y a l'eau de mer qui est infinie, ressource inépuisable. C'est pas elle qui va nous sauver ? Alors, en partie, puisqu'il y a des pays qui sont vraiment dos au mur et qui n'ont absolument pas le choix. Je pense par exemple au Maroc, qui se retrouve avec des sécheresses de plus en plus dramatiques. Et là, si on n'utilise pas la désalinisation de l'eau de mer, eh bien, on n'a plus de solution pour alimenter les populations. Que cache la désalinisation ? Elle cache le fait que ça coûte extrêmement cher, soit en électricité, soit il vous faut beaucoup de pétrole. Donc soit vous avez beaucoup d'argent, soit beaucoup de pétrole. Donc on aggrave le problème d'un côté, et on réussit à désaliniser. Mais par contre, derrière, on utilise près de 12 produits chimiques, une sursalinité qu'il faut rejeter en mer. Donc ça a quand même des conséquences sur le milieu. Est-ce qu'on sera capable de trouver des défis pour aller vers plus de désalinisation ? Il faudra dans des pays où derrière, il n'y a plus de choix. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'on peut également imaginer boire nos eaux usées recyclées ? Je crois que c'est le cas en Californie déjà. Alors, ce serait vraiment la dernière solution ultime. J'espère quand même qu'on trouvera des solutions. Pourquoi ? Parce que sur le papier, ça a l'air bien, non ? Oui, alors en fait, ça coûte très cher quand même. À un moment donné, ça a un coût énergétique, ça a un coût de traitement. Donc en réalité, il y a d'autres formes de réutilisation des eaux usées qui sont plus intéressantes pour des besoins. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nos toilettes qui ont aujourd'hui de l'eau potable. À boire, non ? Alors, boire, non. Pour boire, il y a déjà un défi, je pense, d'acceptabilité de la population. Mais en plus, derrière, les normes de potabilité sont quand même extrêmement importantes. C'est un gros défi. Là encore, c'est vraiment dans les situations les plus critiques. Mais en attendant, on a quand même encore un certain nombre de solutions. On a encore une petite marge avant d'en arriver là. Quel est votre regard sur les méga-bassines, ces réserves d'eau pour aider le monde agricole à nous nourrir ? Parce que là, c'est pareil, c'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, ces méga-bassines, le problème, contrairement à des retenues collinaires, c'est qu'elles s'appuient sur le fait d'aller extraire dans les nappes phréatiques. On va chercher dans la nappe phréatique. On va chercher normalement de l'eau qui est là l'hiver, mais sauf qu'elle n'est plus là l'hiver. Donc déjà, c'est un contresens. Et ces bassines risquent de se retrouver vides, à peu près à l'image des grands barrages en Chine. On voit très bien qu'on a misé massivement sur ces solutions et on a des barrages qui sont complètement à vide. Donc il faut faire attention à ces fausses
fausses bonnes solutions qui paraîtraient en réalité intuitivement intéressantes. Et puis derrière, on abîme le milieu. Si vous laissez de l'eau sous terre, elle est de bonne qualité, elle n'est pas soumise à évaporation. Si vous l'extrayez, déjà c'est un coût énergétique, mais en plus derrière, on va perdre en qualité, on va perdre en quantité. Il y a vraiment très peu d'intérêt. L'évaporation, j'ai lu que c'était à peu près 20%, c'est ça? Alors, sur le mégabassine, comme les ça, chiffres ou... sont assez variables et tout dépend du nombre de vagues de chaleur, des températures que l'on a. On voit très bien qu'aujourd'hui, les Hauts-de-France, la Grande-Bretagne a connu des 40 degrés, alors qu'on s'imaginait que c'était absolument impossible. Donc, on est vraiment dans une mutation profonde. On a actuellement un phénomène El Niño qui est en train de s'installer sur le Pacifique qui va augmenter la température de 3 à 4 degrés. Ça aura un pouvoir réchauffant, notamment au niveau de l'Europe. Ça aura des conséquences sur nos risques de sécheresse. On ne sait pas où on va et je crois qu'il faut essayer d'aller vers de la sobriété, des bonnes solutions intelligentes pour utiliser le cycle de l'eau intelligemment, utiliser la pluie là où elle tombe pour qu'on puisse en bénéficier et puis nourrir nos populations de manière consciencieuse. Eh bien, merci beaucoup Emma Aziza pour toutes ces explications, c'était très clair. Je rappelle que vous êtes hydrologue et docteur de l'École des mines de Paris. Et on connaîtra le plan eau d'Emmanuel Macron tout à l'heure dans la journée dans les Hautes-Alpes. C'est l'heure de notre coup d'œil.